Cette vidéo a pour but de vous donner des explications sur le sommeil, de mieux vous faire comprendre ce que c'est vraiment le sommeil, afin de comprendre ce que vous vivez, ce qui se passe bien ou ce qui se passe moins bien, et de cibler les endroits où vous allez pouvoir travailler avec l'hypnose. Cette partie est intéressante à plein de points de vue. Déjà de manière théorique, comprendre un peu comment fonctionne cette idée de sommeil, mais aussi de manière pratique, c'est-à-dire que comprendre mieux comment ça fonctionne va certainement vous aider à pouvoir mieux vous endormir. Vous le verrez, en fait, ce fonctionnement qui est complètement automatique, puisqu'on dort en fait depuis notre naissance et peut-être même avant, certainement avant d'ailleurs, on n'y pense pas en fait, ça se fait naturellement, sauf quand ça arrête de le faire naturellement et là ça nous pose problème. Et à ce moment-là, certainement si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes plus ou moins dans ce cas-là, ça va être intéressant de réidentifier à nouveau un certain nombre de phases qui sont importantes, signifiantes dans le fait, dans la possibilité de pouvoir enfin s'endormir correctement. Déjà, une généralité. Pour quelqu'un qui vit 75 ans, il faut imaginer que cette personne-là va dormir 25 ans et rêver 5 ans. En fait, dormir, c'est une activité qui est extrêmement présente dans la vie de l'être humain. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, c'est que notre sommeil évolue avec le temps. Quand on est nourrisson et bébé, on dort beaucoup, très généralement, genre 24 heures, 23 heures, et puis ça descend. Mais au fur et à mesure de notre vie, nos besoins en sommeil évoluent et diminuent. Parfois, la problématique liée au sommeil est simplement due au fait que, tiens, je compare à 20 ans, je dormais 8 heures, aujourd'hui j'ai 60 ans, je ne dors plus que 6 heures, et j'ai l'impression de mal dormir parce que je crois qu'il me faut 8 heures. Et en fait, scientifiquement, on voit que les besoins évoluent avec l'âge, par exemple. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre ce que c'est vraiment un bon sommeil, parce qu'il y a pas mal de mythes autour de ça. Des mythes qui viennent de croyances un peu populaires, par exemple qu'il faudrait dormir 8 heures par nuit, qu'on est censé s'endormir vite ou pas avoir de réveil pendant la nuit. Et tout ça est un petit peu faux, puisque quand on étudie vraiment le sommeil, ce qu'on appelle être un bon sommeil, déjà c'est très différent d'une personne à l'autre. On va dire que la fourchette, c'est entre 6 et 9 heures. Vous verrez qu'il y a une partie de ce thème où on parle des chronotypes, et selon notre chronotype, eh bien, on a plutôt besoin de 6 heures, 7 heures, 8 heures ou 9 heures. Donc il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça. Deuxième chose importante, c'est l'endormissement. Combien de temps il faut pour avoir un endormissement à peu près moyen? Eh bien, il semblerait que tant qu'on est en dessous d'une demi-heure, on est dans un temps d'endormissement qui est tout à fait normal, tout à fait sain. L'insomnie commence quand on dépasse cette demi-heure. Évidemment, dans ce thème, on va vous apprendre à vous endormir. Il y a toute une partie sur ça. Et l'idée, c'est de diminuer le temps d'endormissement, qui n'est pas souvent un temps très agréable et qui peut justement aussi amener et renforcer les causes de l'insomnie. Par exemple, si ce temps est un peu long, ça peut m'amener à cogiter et là, je peux basculer vers l'insomnie. Donc plus on va réduire ce temps d'endormissement, mieux c'est. Mais il ne faut pas forcément imaginer que tout le monde peut s'endormir en 2 minutes. Ça va vraiment dépendre de plein de choses. Et considérer qu'en fait, il est normal de passer un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes à s'endormir, ça vient aussi alléger le poids ou la pression qu'on pourrait se mettre à ce niveau. Autre mythe sur le sommeil, l'idée qu'il ne faudrait pas avoir de réveil nocturne. Moi, j'ai cru ça pendant très longtemps, je ne sais pas vous, que si j'avais un réveil nocturne, c'était que je n'avais pas forcément un bon sommeil. Mais en fait, il est assez naturel de se réveiller pendant la nuit. Il y a même beaucoup de gens qui se réveillent, qui ne se rappellent pas qu'ils se sont réveillés parce que ce sont des petits réveils qui vont durer de quelques secondes à quelques minutes. En tout cas, tant qu'un réveil pendant la nuit n'excède pas 15 à 20 minutes, on considère qu'il n'y a pas un vrai problème de sommeil et que ça fait partie des cycles naturels que chaque humain peut avoir. En plus, il y a vraiment cette idée qui est complètement physiologique, qui est qu'au fur et à mesure des années, notre vessie ne fonctionne plus exactement de la même manière. Et donc, arrivé à un certain âge, se réveiller pour aller aux toilettes, en fait, c'est tout à fait naturel aussi. Mais c'est pour ça qu'on va aussi travailler sur le réendormissement. En fait, c'est ça la clé. Si je me réveille et que je me rendors dans les quelques minutes qui suivent, eh bien, en fait, je ne vais même pas vraiment me souvenir de ça. Ça ne va pas du tout perturber mes cycles de sommeil. On va parler aussi un petit peu des cycles de sommeil, on viendra un peu plus en détail tout à l'heure dessus, mais tout simplement pour se figurer ça, il va y avoir des cycles avec des sommeils un peu plus légers et des cycles avec des sommeils un peu plus profonds. Et c'est dans les moments où on a un sommeil un peu plus léger qu'on peut avoir des réveils nocturnes, mais naturellement on va se rendormir quand le cycle passe à la phase suivante et qu'on retourne vers un sommeil profond, notamment le sommeil dans lequel on va avoir les rêves qu'on appelle le sommeil paradoxal. Dernière chose, il est conseillé par les spécialistes de sommeil de favoriser le sommeil quand on est au lit. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir 90% du temps que l'on passe au lit qui est consacré à dormir. On vous parlera un petit peu de la question des ancrages notamment. Si on commence à faire beaucoup de choses au lit, comme lire longtemps par exemple, regarder des films ou des choses comme ça, eh bien notre lit devient un lieu aussi d'activité et du coup notre cerveau ne l'associe plus vraiment au sommeil. Donc une des choses sur lesquelles on va travailler, c'est changer certains comportements pour que quand il y a des activités qui sont un petit peu plus éveillées, elles puissent se créer, si possible en tout cas, en dehors du lit. Ce qui est rigolo, c'est les 10% qui restent.
C'est-à-dire que scientifiquement, les 10% sont censés être utilisés pour des activités sexuelles, seules ou à plusieurs. Moi, c'est une remarque qui m'a fait beaucoup rire dans le livre. Mais voilà à peu près les deux activités qui sont censées être faites au lit, avec ces proportions-là. Mais là, je vous laisse juger, hein, du coup. En tout cas, ce qui est considéré par les spécialistes du sommeil, c'est que si on passe plus de 10% du temps au lit à faire autre chose que dormir, eh bien on peut être susceptible de se créer des mauvais ancrages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les personnes qui vont regarder leur tablette, leur smartphone avant de dormir, eh bien ce temps passé au lit sans dormir a tendance à augmenter en proportion. Mais on y reviendra un peu plus en détail dans ce thème. Si on se concentre maintenant sur qu'est-ce qu'est une insomnie scientifiquement. On peut qualifier d'insomnie si on prend plus d'une demi-heure à s'endormir. Alors, il y a toujours un aspect subjectif à ça. Si vous mettez une demi-heure parce que vous êtes en train de lire et que c'est confortable et agréable pour vous, ce n'est pas une insomnie. C'est quand ça devient problématique pour vous. Une insomnie, c'est aussi lorsqu'on dort moins de 6h30 de sommeil par nuit. Pareil, si ça devient gênant pour vous et que ça fait moins de 6h30, c'est aussi potentiellement considéré comme une insomnie. On catégorise aussi plusieurs types d'insomnie. Il y a ce qu'on appelle les insomnies transitoires. C'est quand, par exemple, sur une nuit ou 2 nuits, on a simplement du mal à s'endormir. Si c'est ça que vous rencontrez, eh bien vous pourrez vraiment aller piocher assez facilement dans nos exercices courts qui devraient largement suffire pour travailler sur ces petites insomnies. On parle ensuite des insomnies court terme. Ce sont des insomnies qui vont durer quelques semaines jusqu'à 3 mois. Souvent, elles sont liées à des éléments déclencheurs, comme par exemple un événement de vie qui a été un peu difficile à digérer, quelque chose qu'on attend, comme quelque chose qui doit se produire. Vous allez voir que dans toute la partie sur les causes des insomnies, vous allez pouvoir vraiment travailler sur tout ça. En fait, souvent, on regarde le sommeil tel qu'il est, mais on oublie de regarder notre vie autour. Et c'est souvent en comprenant un petit peu ce qui se passe dans notre vie qu'on va comprendre les causes des insomnies et pouvoir vraiment cibler le travail dessus. Enfin, on a les insomnies long terme. Ça concerne quand même 16 à 20% des Français. Ce sont des insomnies chroniques qui ne sont pas juste ponctuelles liées à des événements de vie. C'est des insomnies donc, qui se généralisent dans la vie de la personne, qui vont causer de la fatigue chronique, qui vont causer des vrais problèmes de sommeil et d'énergie. Pour ça, évidemment, eh bien, il faut un travail qui est un petit peu différent. Il y a besoin non seulement de travailler sur les causes possibles, mais aussi de travailler sur des changements d'habitude et la mise en place de routines. Et par exemple, toute la partie qui vient faciliter le travail de l'endormissement ou le réendormissement au cours de la nuit va être très importante pour vous. Si vous mettez en place des comportements efficaces qui vont vous permettre de mieux vous endormir, de mieux vivre le sommeil et d'avoir un meilleur sommeil profond, eh bien, progressivement, vous allez pouvoir transformer vos habitudes de sommeil. Bien sûr, malgré tout ça, il y a quand même des chronotypes, et on en parlera, qui ont besoin de moins de sommeil que d'autres. Donc même si, comme vous le disiez Bruno, en dessous de 6h30, on considère que c'est de l'insomnie, on a quand même des personnes, même si c'est un faible pourcentage, qui peuvent avoir une très bonne énergie dans leur vie avec une période de sommeil assez courte. Donc il ne faut pas forcément se dire qu'on va tous dormir 8h, 9h par nuit, ça ne correspond pas à tout le monde, et ça serait finalement un peu contre-productif de se mettre une pression comme celle-là. Ce qui se passe, c'est que naturellement, on a une pression un peu comme ça, sur laquelle on va travailler, parce que culturellement, on a un rythme de vie qui correspond assez bien avec un des chronotypes, par exemple. Mais si on ne fait pas partie de ce chronotype-là, on est un peu laissé de côté, parce que, grosso modo, notre vie, c'est 8h, 20h, quoi. Mais si on est actif avant ou après, on n'est pas tout à fait bien adapté avec les rythmes culturels qui existent en France. Il y a des moyens d'ajuster pour mieux vivre ça. Mais c'est une réalité qui existe aussi. Lorsqu'on parle de sommeil, il est important de comprendre que tout ça suit une sorte de rythme, de cycle, de phase. Et chacune de ces phases va être signifiante pour pouvoir s'endormir correctement. La première phase, c'est ce qu'on nomme la phase de sommeil léger. C'est quelque chose d'assez particulier. C'est un état qu'on nomme hypnagogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne commence à s'endormir, les rythmes internes commencent à s'apaiser, mais si on va et on discute avec la personne à ce moment-là, très rapidement elle se réveille. Et dans la majorité des cas, elle va vous dire « je n'étais pas en train de dormir ». En fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui pensent être insomniaques et qui ont des phases de sommeil léger assez longues. Et quelquefois, ils n'ont pas l'impression, justement, de dormir. Mais cette phase-là, elle est assez importante. Si on la zappe ou si on veut trop rapidement s'endormir, eh bien, on ne passe pas par un cycle très naturel, quelque part. Il y a besoin notamment de savoir l'identifier, cette phase. Il semblerait que assez rapidement, en fait, même une personne qui a des difficultés d'endormissement, le simple fait qu'elle soit posée, les yeux fermés, va l'amener dans un rythme de fonctionnement, dans un fonctionnement au niveau des ondes cérébrales, même caractéristique de ce sommeil léger, sans qu'elle en ait vraiment conscience. Si on rate cette phase-là, c'est comme si on avait raté le train, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut attendre un certain temps pour que cette phase-là reviennent à nouveau. Alors nous, on le verra, on va essayer de pouvoir créer cette phase-là avec les outils de l'hypnose, mais si on met l'hypnose de côté, lorsque vous commencez à sentir le sommeil arriver, c'est vraiment le moment de se mettre dans un endroit calme, de manière posée, de fermer les yeux et de se laisser embarquer dans ce train-là.
C'est vraiment la première phase, elle est très signifiante dans le fait d'accéder à un sommeil réparateur et présent. Il faut savoir que comme on a des cycles assez bien réglés dans notre corps, ces phases-là vont arriver à peu près toutes les heures et demie. Et en fait, on peut y être un peu attentif. Si on regarde les moments dans notre vie où on a un petit coup de barre le soir ou quelque chose comme ça, c'est souvent qu'on pourrait assez facilement rentrer dans cette phase de sommeil léger. Du coup, logiquement, 1 heure et demie plus tard peut être un bon moment pour aller se coucher, par exemple, en anticipant un petit peu nos rythmes. La deuxième phase, c'est la phase où on perd conscience, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la conscience habituelle disparaît. Vous verrez qu'on va vous proposer des expériences justement pour arriver à la frontière, pour pouvoir reconnaître cette phase-là. Mais c'est vraiment la phase où le cerveau commence à passer en mode par défaut, c'est-à-dire qu'il fonctionne, le cerveau ne s'arrête jamais, mais notre partie consciente, en fait, celle qui est active au quotidien, elle s'endort et on commence à expérimenter un changement de rythme, un changement d'onde dans le cerveau. C'est le sommeil qui se prépare. Ça va être dans toute la partie sur l'endormissement. On va beaucoup travailler sur l'accès à cette phase-là. Notre idée, ça va être de vous accompagner pour créer une sorte de chemin, une sorte de rituel, presque on pourrait dire, qui va vous permettre de vous rapprocher de cette phase jusqu'à sentir le moment où vous perdez conscience et plonger dans cette perte de conscience qui est vraiment le début du sommeil tel qu'on se l'imagine la plupart du temps. Scientifiquement, cette phase-là est plutôt attribuée avec la capacité de mémorisation. C'est-à-dire que les scientifiques, quand ils font des tests, en fait, ils empêchent les gens d'accéder à cette phase-là et on s'aperçoit que à qui on empêche d'accéder à cette phase-là, il y a des problèmes de mémoire en fait, derrière qui apparaissent. Ensuite, il y a la troisième phase. C'est ce qu'on nomme souvent le sommeil profond. Alors c'est une phase extrêmement importante. C'est là en particulier que le corps se repose. C'est là qu'on recharge les batteries physiquement du corps. Donc très important. Au niveau du cerveau aussi, il y a quelque chose d'extrêmement important qui se passe à cet endroit-là. C'est que c'est à ce moment-là que l'élagage dans le cerveau va pouvoir se produire. Vous savez, on apprend énormément de choses en permanence. Notre cerveau enregistre plein de choses, mais il a besoin d'élaguer. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on mémorise et qu'on a besoin d'oublier, parce que notre cerveau a un espace limité, en fait, d'une certaine manière. Donc il y a des choses qu'il va oublier pour laisser de l'espace ailleurs. Et c'est dans cette phase-là que ça se produit. Les gens qui n'accèdent pas ou pas suffisamment à cette phase-là vont, à un moment ou à un autre, expérimenter de la confusion mentale. C'est-à-dire qu'elles ont trop d'informations, le cerveau est trop surchargé, il n'y a pas cet endroit où l'oubli peut se faire, et les personnes donc souffrent en fait, et ça peut créer des pathologies assez fortes. Donc c'est une phase extrêmement importante, c'est la seule phase qui est vitale. C'est-à-dire que si on empêche un être humain de rester en phase 3, s'il n'y accède pas, il ne survit pas très longtemps. Et puis enfin, il y a une quatrième phase du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. Paradoxal pourquoi? Parce que en fait, quand on mesure l'activité cérébrale, ça ne ressemble pas du tout à du sommeil, c'est quelque chose qui est très vivant, qui est très éveillé, et on connaît bien cette phase-là puisque c'est celle où on rêve. Le sommeil paradoxal, il est assez peu présent au début de notre nuit, il est plutôt présent à la fin de notre nuit. C'est notamment pour ça qu'on se réveille souvent avec des rêves. Il y a plein de petits schémas que vous pouvez trouver sur Internet qui montrent un petit peu ça, comment les phases de sommeil paradoxal sont assez courtes et assez écartées au début de la nuit, et de plus en plus longues et rapprochées à la fin de la nuit. Donc le sommeil paradoxal a aussi pas mal de vertus, mais comme disait Bruno, ce n'est pas une phase qui est forcément vitale. Dernière chose par rapport à ça, on n'est pas censé s'en souvenir tout le temps. Il y a des gens, quelquefois, qui vont dire « je ne rêve pas ». En fait, évidemment, a priori, tout le monde rêve. Mais c'est aussi des accès assez particuliers à la mémoire. Et il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils peuvent se réveiller avec le souvenir de certains rêves, mais que ce souvenir peut disparaître après. Mais il y a aussi des personnes qui se réveillent sans aucun souvenir conscient de leurs rêves. Nous, on va pouvoir travailler un petit peu sur les rêves pendant cette partie-là. Parce qu'au fond, même si on a des problèmes de sommeil, on peut réapprendre à aimer le sommeil si on s'intéresse à cette partie passionnante, qui est la capacité à produire des rêves. Ça nous permet de communiquer avec notre part inconsciente, ça nous permet d'explorer des choses qui se passent à l'intérieur de nous, et ça nous permet d'apprendre à aimer chercher ces parties-là dans le sommeil, et à apprivoiser quelque part aussi le sommeil paradoxal. Si je rentre de manière un peu plus spécifique sur cette phase paradoxale, elle a été assez bien étudiée parce qu'il y a un certain moment où on donnait des somnifères qui empêchaient d'y aller. Du coup, on a pu étudier ce qui se passait chez les gens qui n'y avaient pas accès. Effectivement, ils survivaient. Ça marche. Jusqu'à preuve du contraire, ça a bien marché. Par contre, on a noté des choses qui étaient assez importantes. Les personnes qui n'accèdent pas facilement à cette phase paradoxale, par exemple, ont beaucoup de difficultés à imaginer des choses nouvelles. C'est-à-dire, leur capacité d'adaptation à des choses nouvelles est énormément diminuée parce qu'elles n'ont pas accès à cette phase, la phase du rêve en fait. La deuxième chose qui est assez notable et qui m'a, moi, assez surpris, c'est la capacité de généralisation. Je m'explique. A priori, à un moment ou à un autre de votre éducation, vous avez appris comment fonctionnait une porte. Vous avez vu, truc rectangle avec vaguement une poignée, ça s'ouvre comme ça. Le fait que vous soyez capable d'ouvrir n'importe quelle porte vient de votre capacité à généraliser.
À un moment ou à un autre, votre cerveau a dit « Ok, tout ce qui est rectangulaire et qui a une poignée comme ça fonctionne comme ça ». Ça s'appelle de la généralisation. Cette généralisation, elle se fait en phase paradoxale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas accès à ça, vous n'êtes pas capable de généraliser correctement. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à élargir. Grosso modo, la porte n'a pas la même forme, je ne sais pas l'utiliser. Donc, effectivement, on survit sans cette phase-là, mais c'est une phase qui est extrêmement importante du coup. Donc voilà scientifiquement ce qu'on a découvert à ce sujet-là aussi. Alors, dernière chose sur cette vidéo, c'est parler un petit peu des études scientifiques qui ont été menées sur l'hypnose. Évidemment, quand on pratique l'hypnose ou l'auto-hypnose, on sent que ça peut avoir un impact positif sur le sommeil, mais savoir que ça a été mesuré, que ça a été cliniquement validé, je trouve que c'est toujours assez intéressant. Évidemment, l'hypnose et le sommeil, c'est un vieux sujet, ça fait longtemps qu'on avait même rapproché l'hypnose et le sommeil, on pensait que c'était des choses assez proches à une époque. Il se trouve qu'aujourd'hui, on sait que les états hypnotiques et le sommeil sont des choses qui sont très différentes au niveau de ce qui se passe dans le cerveau, dans la physiologie, mais il n'empêche que ça a été un thème étudié quand même depuis assez longtemps. Et on a plutôt des bons résultats du coup. Déjà, la première chose à percevoir, c'est qu'aujourd'hui, par défaut, si vous allez consulter un spécialiste du sommeil, il va vous réorienter vers une approche psychologique, parce que ce qui a été démontré, c'est qu'une approche psychologique est au moins aussi pertinente que des somnifères. Ce qui est assez intéressant parce qu'en plus, quand il y a des études comme ça qui sont menées, elles sont assez standardisées. Ça veut dire qu'on a besoin de mesurer à peu près la même chose sur tout le monde. Là où une pratique comme celle qu'on va vous proposer dans ce thème va être un peu plus sur mesure puisqu'elle va correspondre à différentes problématiques que vous allez pouvoir avoir. Du coup, si on sait que l'hypnose marche aussi bien que les somnifères, c'est déjà une manière assez intéressante de se dire qu'on peut travailler sur soi. Mais au-delà de ça, il y a aussi des études qui ont pu montrer l'amélioration de la qualité du sommeil. Et ça aussi, c'est très important. Oui, des études assez récentes, Cordy et Hall, juste pour les citer, ont démontré qu'en fait, avec un accompagnement hypnotique, on passe 30% de plus dans l'état de sommeil profond, qui est l'état de sommeil le plus réparateur. 30% de plus, c'est incroyable, c'est très signifiant en science. Et jusqu'à 2/3 des personnes qui vont attester d'une meilleure qualité de sommeil, d'une meilleure quantité d'énergie aussi, avec un sommeil évidemment plus récupérateur. Tout ça nous permet aussi d'avoir des fondements assez profonds pour vous proposer ce thème. Et comme le disait Bruno, c'est aussi en discutant avec différents scientifiques qu'on a pu penser à toutes les pratiques, à tous les exercices qu'on vous propose ici. Cette vidéo, j'espère, vous a permis d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement du sommeil. Il va vraiment être temps maintenant de commencer l'exploration pratique.